Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Quand vous connaîtrez le mobile du crime que je vais vous raconter, vous allez tomber de l'armoire. J'en suis tombé moi-même. Il s'agit du meurtre en 2003 à Carpentras de Guy Pourriel. C'est une affaire qui par ailleurs est un désastre de plus pour l'expertise psychiatrique. Histoire écrite avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence par une scène hallucinante. Une scène qui se déroule un soir de décembre 2003 vers 17h sur le parking d'un centre commercial de Carpentras. Un homme surgit entre les voitures. Il porte une cagoule noire. Il tient un revolver à la main. Et il avance d'un pas décidé. Manifestement, il sait où il va. Il s'approche d'une voiture et... Quelques secondes s'écoulent et puis... Deuxième coup de feu. Et l'homme s'en va en courant. Une cliente du centre commercial qui vient d'arriver sur le parking et qui a tout vu se met à courir derrière lui. Elle est courageuse, cette dame. Et aussi un peu inconsciente parce que le type devant elle, il a toujours son revolver à la main. De toute façon, il court plus vite qu'elle. Elle l'a perdu de vue. Il a disparu. Sur le parking, l'homme sur qui il a tiré est inconscient. Il perd beaucoup de sang. Les pompiers arrivent, et puis la police. Mais trop tard. Il a pris une balle dans l'omoplate, le cœur a été touché. Il est mort. Et regarde s'il a des papiers sur lui. Négatif. Pas de papier. Sa voiture, c'est laquelle? D'après la dame qui assistait à la scène, c'est celle-là, là-bas. Il fouille la voiture, pas de papier non plus, pas même de carte grise. Mais on devrait l'identifier rapidement grâce à l'immatriculation. Pendant ce temps-là, les policiers interrogent les rares témoins, à commencer par la dame qui a couru après le tireur. J'ai pas vu son visage, évidemment, puisqu'il avait une cagoule. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il était gras. Il avait une veste beige. Et il était, comment dire... C'est sa manière de marcher vers le monsieur. Il était très déterminé, vous voyez. Avec ça, on va pas aller très loin. Le boulanger du centre commercial, lui aussi, l'a vu avant qu'il ne passe à l'action. Je l'ai vu un quart d'heure avant, juste devant le centre commercial. Il avait des lunettes noires et un bonnet noir sur la tête. Enfin, j'ai cru que c'était un bonnet, mais je pense que c'était sa cagoule qu'il avait remonté vers le haut. Et après, comme la dame, moi, ce qui m'a frappé au moment où il est allé vers le monsieur, c'est qu'il avait l'air vraiment déterminé, quoi. Il savait où il allait, quoi. C'est certain. Cette détermination ouvre la porte à un règlement de compte. Ce n'est pas un fou qui a tiré au hasard. Il connaissait sa victime. Il savait qu'il était là. Et le fait qu'il ait tiré 2 fois indique clairement qu'il voulait le tuer. Alors, qui est le mort ? Uniforme Roméo, India, Echo, Lima. Prénom Guy. Domicilié à Cavaillon. Âge 72 ans. Bien reçu. À ce moment-là, un commerçant de la galerie marchande arrive. Il le connaît. C'est l'un de ses clients. Ils viennent dans ma boutique 2 fois par semaine. En général, le mardi et le jeudi. D'accord ? C'est laquelle, votre boutique ? Eh bien, elle est au fond de la galerie. Le nom, c'est Fantasme. Au pluriel. D'accord ? Et vous vendez quoi ?
vend du plaisir, le monsieur. C'est un sex shop, son magasin. Le mort allait 2 fois par semaine visionner des vidéos cochonnes chez lui. Voilà. C'est pas le premier. Et c'est pas le dernier. Et par discrétion, il payait toujours en liquide. Au sens propre comme au figuré. Non, elle est nulle, cette blague. Je la retire. Hein? Tu l'enlèveras, la blague. Des fois, je me fais honte. Donc, la victime s'appelle Guy Pourriel. Le soir même, les policiers se rendent chez lui à Cavaillon. C'est sa femme qui le rouvre. Bonjour madame. Dites-moi, j'ai un véhicule dont voici l'immatriculation. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il s'agit de la voiture de votre mari, Pourriel Guy? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est décédé, madame. On lui a tiré dessus sur le parking de l'espace Terradou. Et il est mort. Si vous voulez bien nous suivre, madame, on a besoin évidemment de vous pour reconnaître le corps. C'est bien lui. Il était garagiste à la retraite, né en région parisienne, âgé de 72 ans et marié avec Michel depuis 10 ans. Évidemment, par égard pour cette pauvre femme qui vient de perdre son mari, les policiers ne lui parlent pas de ses visites régulières chez Fantasme. Mais la dame ne va pas tarder à l'apprendre, parce que dès le lendemain, la Provence et Vaucluse matin un titre, un homme abattu de sang-froid à la sortie d'un sex shop. Évidemment, sans le sex shop, c'est moins marrant comme histoire. L'enquête débute de manière assez logique. Il faut savoir qui est cet homme, s'il était en conflit avec quelqu'un, s'il avait des ennemis, des activités pas nettes. Enfin, quoi que ce soit qui puisse ouvrir une piste. Bon, qu'est-ce que t'as pu recueillir sur lui? À mon avis, rien qui va nous aider, hein. Donc le gars était concessionnaire à Mercedes, à Cavaillon. Tout le monde nous parle d'un homme sans histoire. Depuis sa retraite, il allait à la pêche. Il jouait de temps en temps au poker. Quoi d'autre? Jeune, il a joué au rugby. Il a fait la guerre d'Indochine. Et il n'a pas de casier judiciaire. Donc, pas la moindre ombre au tableau. Si, quand même. Beaucoup de gens nous ont dit qu'il était autoritaire, qu'il avait ça le caractère, qu'il s'énervait souvent, qu'il était sanguin, en gros, quoi. Mais rien de tout ça n'explique qu'il ait pris 2 bastos sur le parking d'une galerie commerciale. Il faut creuser. Faut creuser beaucoup plus. Interroger sa femme, par exemple. C'était un mari formidable, plein d'attention. Je comprends rien à ce qui lui est arrivé. Rien. Vous saviez qu'il fréquentait régulièrement une sex shop? Non, je le savais pas. Et ça m'étonne parce que on avait une sexualité tout à fait normale dans notre couple. Enfin, je crois. Quelles étaient ses activités depuis qu'il était à la retraite? Il allait pêcher presque tous les jours sur les bords de la Durance. Et puis, il aimait bien jouer au poker aussi. Il faisait ça dans les bistrots. Le poker, c'est une piste, le poker. Quand on joue au poker, parfois on gagne et parfois on perd. Et quand on perd, on peut se retrouver avec des dettes faramineuses. Et parfois, le type à qui vous devez de l'argent n'a pas beaucoup d'humour. Guy Pourriel devait peut-être de l'argent à un type sans humour. Renseignement pris, il tapait le carton dans un bar-tabac PMU situé dans le centre de Cavaillon. L'embuscade. On va y faire un tour. Mais oui, on jouait avec Guy. Mais on pariait pas des milliers et ça. Hein. Loin de là. La règle, c'était celui qui perd paye la tournée. Donc ça allait pas chercher loin. Hein. Quelques cafés, quelques verres, pas plus. Hein.
Et voilà comment se referme la piste de la dette de jeu. Les policiers ont visionné les images de vidéosurveillance du sex shop. Pas grand-chose à en tirer. Sinon que quelques minutes avant le drame, on voit les pieds d'un homme, chaussé de basket, qui a l'air de patienter devant la boutique. On se dit que c'était peut-être le tueur qui attendait sa victime. Peut-être. Cela dit, le sex shop ouvre une piste intéressante. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais il y a une semaine, j'ai été braqué, figurez-vous. Un gars armé qui est parti avec la caisse. Monsieur Pourriel était là, le jour du braquage. Il aurait pu être témoin de quelque chose. Non. Il n'était pas là ce jour-là. Et Crotte a encore une piste qui se referme. Une semaine après le crime, un homme se présente au commissariat d'Avignon. Voilà, je suis garagiste. Je vais vous voir parce que j'ai reconnu le monsieur qui est sur la photo dans les journaux, là. Guy Pourriel. Il est venu à mon garage, figurez-vous, le 9 décembre. Parce qu'il avait un pneu crevé. Et nous, ce qu'on lui a dit tout de suite, avec mon mécano, c'est que son pneu, il n'était pas crevé par accident, quoi. On lui avait crevé le pneu. Exprès. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Les policiers retournent voir sa femme. Est-ce qu'il avait un ennemi? Ben non. Enfin, pas que je sache. Si, j'ai peut-être un truc qui me revient. Une fois, il y a pas longtemps, Guy est allé pêcher le long de la Durance. Et quand il est rentré, il m'a dit qu'il avait été agressé. Agressé verbalement. Par quelqu'un qu'il connaissait pas. Il avait pas compris pourquoi. Mais maintenant que je vous en parle, ça lui avait fait peur. Ça c'est sûr. Il avait même parlé d'acheter une arme. Faute de mieux, explorons cette piste. Les policiers vont sur les bords de la Durance, là où Guy Pourriel avait ses habitudes. Ils interrogent les pêcheurs, qui n'ont pas grand-chose à leur dire. Oui, ils le connaissent. Non, ils n'ont pas entendu parler de cette agression. Et ils s'aperçoivent que l'endroit n'est pas qu'un lieu de pêche. C'est aussi un lieu de drague gay, un lupanar au bord de la Durance. Ah, vous n'étiez pas au courant? Dès que la nuit tombe ici, ça débarque de partout et ça s'enfile dans tous les coins. C'est la cage aux folles ici, de nuit. La cage aux folles. Sauf que Guy Pourriel, il venait de jour et que tout ça se passe la nuit. Par acquis de conscience, les policiers interrogent tout le monde, les pêcheurs diurnes et les dragueurs nocturnes. Il n'en sort rien d'intéressant, rien qui ouvre la moindre piste. Et les semaines passent. L'enquête est au point mort. Quand ça patine dans une enquête, il n'y a souvent qu'une seule issue. Un appel à témoins dans le journal local. Ça marche à tous les coups. Pour le meilleur et souvent pour le pire. Beaucoup de gens appellent la police judiciaire. C'est un coup à se noyer sous les appels. 2 témoignages retiennent l'attention des policiers. Le premier est celui d'un habitant de Carpentras qui vit à quelques centaines de mètres du centre commercial. Et bien le jour où le monsieur a été tué, il y avait un fourgon utilitaire blanc qui était garé juste en bas de chez moi. Et ce qui m'a marqué, c'est que sur les coups de 17h, donc au moment où le monsieur a été tué, eh bien il a démarré en drôme. Ça l'a tellement marqué qu'il se souvient de quelques chiffres de sa plaque d'immatriculation. Et il n'est pas le seul à avoir vu cette camionnette juste avant le crime.
Elle avait un autocollant sur la vitre arrière, cette camionnette. Un autocollant qui présentait un plongeur sous-marin. Et lui aussi, ce témoin, se souvient de quelques numéros de la plaque minéralogique. Et donc les policiers rentrent tout ça dans leur fichier d'immatriculation, c'est-à-dire les chiffres, le modèle de la camionnette et la couleur. Et à la fin, ils arrivent à une liste de 15 véhicules. Ils convoquent les propriétaires un par un pour vérifier leur emploi du temps. Et ils tombent sur un cas intéressant. Je vous confirme, il était à moi, cet utilitaire, à 20. Mais je l'ai vendu, il y a déjà un bout de temps. Il n'a pas changé la carte grise, le con. Et vous vous souvenez du nom de celui à qui vous l'avez vendu? Ça, franchement, non. Hein. La vente, elle s'est faite sur un rond-point près de Nîmes. Le gars payé en liquide. Moi, je ne sais pas comment il s'appelle. Et vous ne voyez pas comment on pourrait l'identifier. Essayez de vous souvenir. Si, pendant qu'on était en train de conclure la vente, il a reçu un coup de téléphone sur son portable. Je ne sais pas si ça peut vous aider, ça. Ah oui, c'est intéressant. Il suffit de faire remonter le numéro de tous les téléphones qui ont borné ce jour-là, à cette heure-là, à l'endroit où a eu lieu la vente de la camionnette. Bon, ça y est, j'ai une liste de 15 numéros de téléphone. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, tu la croises avec la liste de tous les téléphones qui étaient près de la galerie commerciale à l'heure du crime. Avec un peu de chance, on va avoir un numéro en commun, quoi. Et c'est très payant, parce qu'un numéro ressort. Quelqu'un qui était sur les lieux de la vente de la voiture et sur le parking de la galerie commerciale au moment du meurtre. Bon, le gars s'appelle Eric Zago, Z-A-G-O, 34 ans, profession ramoneur. Zago? T'as dit Zago? On a déjà ce nom dans la procédure, non? Si, souviens-toi. Le patron de l'embuscade, le bar PMU où Pourriel jouait aux cartes. Il s'appelle Zago, non? Lui aussi. Fernand, voilà, Fernand Zago. Ça y est, je me souviens. Quels heureux hasards! Il faut se rencarder sur cet Eric Zago, et vite. Bon, alors voilà tout ce que j'ai pu trouver sur lui. Il vit séparé de sa femme. Il a perdu la garde de son enfant. Parcours professionnel instable, il a multiplié les petits boulots, et effectivement, depuis quelque temps, il travaille comme ramoneur. Ça ne doit pas lui rapporter grand-chose, parce qu'il vit chez sa grand-mère, à Marguerite, dans le Gard. Et donc, Fernand Zago, qui tient le bar L'Embuscade, eh bien, c'est son père. C'est un ancien international de rugby, celui-là, figure-toi. Donc, petit 1, Guy Pourriel allait jouer au poker chez le père de cet Eric Zago. Petit 2, cet Eric Zago a acheté la camionnette repérée par 2 témoins aux abords des lieux du crime. Petit 3, il était sur place au moment du meurtre. Ça fait beaucoup. Le socio est placé sous surveillance. Un soir, près de Nîmes, un peu moins de 3 mois après le crime, complètement par hasard, les gendarmes repèrent une camionnette blanche garée tout feu éteint au bord d'une route isolée. Et il y a quelqu'un au volant. Bonsoir, monsieur. Papier d'identité, s'il vous plaît. Vous vous en doutez, c'est lui, Eric Zago. Les gendarmes inspectent la camionnette et négligemment posé sur le siège passager, ils voient un revolver 9 mm et une cagoule et un masque de Zorro et de fausses plaques d'immatriculation. Ils contactent le central. Est-ce que cet Eric Zago est dans le fichier? Il est actuellement sous surveillance de la police judiciaire d'Avignon. Et l'oiseau se retrouve donc en garde à vue. Bien. Vous connaissiez Guy Pourriel, monsieur Zago? Ouais. C'était un client du bar de mon père, c'est tout.
Mais moi, j'ai rien à voir avec sa mort. Mais il sait, évidemment, que quand le labo de balistique aura comparé le revolver 9 mm retrouvé dans sa camionnette avec les caractéristiques de l'arme du crime, ils sauront que c'est lui. Alors après 36 heures de garde à vue, il se couche. Ouais, j'ai tué Guy Pourriel, voilà. Pire que ça. Ça faisait des jours et des jours qu'il le suivait avec la ferme intention de le flinguer. C'est lui qui a crevé le pneu de sa voiture. J'espérais qu'il allait descendre la caisse pour regarder son pneu. Et là, je l'aurais tué, quoi. Mais ça s'est pas passé comme ça, quoi. Il raconte aussi qu'une semaine avant le meurtre, il s'est mis en planque derrière une haie du jardin de Guy Pourriel. Mais il était trop loin de sa cible. Donc, il voulait le tuer. Et pourquoi ? Accrochez-vous, le mobile est pitoyable. En fait, ça remonte en 86, quand j'avais 17 ans, que j'étais serveur dans le bar de mon père. Il m'a mal parlé, Guy Pourriel. Il m'a dit, allez, petit, dépêche-toi, serre-moi, sinon tu vas prendre de gifles. Il m'a humilié en faisant ça. Je peux pas supporter. Vous avez bien entendu. Il a tué Guy Pourriel pour une phrase qu'il aurait prononcée il y a 17 ans. On est chez les fous. Ou alors il raconte n'importe quoi. Pour vous dire les choses clairement, les policiers ne le croient pas. Et le juge d'instruction non plus. Le crime est disproportionné par rapport au mobile. Ou alors le type est complètement ravagé par les hannetons. C'est une hypothèse sérieuse. Les policiers vont voir les vieux clients du café L'Embuscade, bien sûr. Autant vous dire que 17 ans après, ils ne se souviennent pas avoir entendu Guy Pourriel prononcer cette phrase. Franchement, j'en ai aucun souvenir. Mais ça pourrait coller quand même au caractère un peu macho, un peu coq de basse secours de Guy, quoi. Il était comme ça, Guy. Il était grande gueule. Il était un peu dominateur, vous voyez. Le juge, bien entendu, réinterroge Éric Zago. Je comprends que vous ne croyez pas que ça peut être le motif. Mais pourtant, c'est vrai. Parce qu'à partir du moment où il m'a dit ça, qu'il allait me coller de gifles, et ben ma vie, elle est partie de travers. Le boulot, mon divorce, j'ai perdu la garde de mon enfant. Le fait que je me retrouve à vivre chez ma grand-mère à mon âge, 34 ans. Tout ça, ça a commencé ce jour-là. Il a ruiné ma vie avec cette phrase. Il explique au cours de l'instruction que 2 mois avant le meurtre, il est allé voir Pourriel pour qu'il lui présente ses excuses. Et que l'autre l'a envoyé balader. Et que ça a été le déclencheur. C'est à ce moment-là qu'il a acheté le revolver. C'est ce jour-là qu'il a échafaudé son plan, qu'il a commencé à le suivre partout, à la pêche, au bistrot, au sex shop, jusqu'au jour fatal. Normalement, vous imaginez la question qui suit. Ce type est-il en pleine possession de ses moyens ? Un expert psychiatre est missionné. À lui de dire s'il est fou. Indubitablement, monsieur le juge. Monsieur Zago souffre de ce qu'on appelle une psychose paranoïaque délirante. Elle a aboli son discernement au moment du crime. Aboli, vous dites, professeur ? Aboli, monsieur le juge. Sans aucun doute de ma part. Ce qui veut dire concrètement qu'Éric Zago ne sera pas jugé. Il n'y aura pas de procès. Il ira en hôpital psychiatrique. Sauf que lui, quand il apprend ça depuis sa cellule de prison, il n'est pas d'accord. Il n'est pas fou. L'expert s'est trompé. Il veut être jugé. Il réclame une contre-expertise. Ce qui est déjà le signe qu'il va de traviole. Et ce qui devait arriver, arrive. Comme les psychiatres sont rarement d'accord, eh bien le second expert
ne retient qu'une altération de son discernement, une altération, et pas une abolition. Et donc on va pouvoir le juger. Ah, l'expertise psychiatrique, science molle, molle, molle comme un chamallow. Le procès d'Éric Zago s'ouvre devant la cour d'assises d'Avignon en mars 2006. Et quand il entre dans le box, ma foi c'est troublant. Costume impeccable, bien rasé, bien coiffé. Il n'a pas du tout l'air d'un fou. On se dit, franchement, il est normal qu'il soit jugé. Mais ça ne dure pas longtemps. Ouais, je l'ai tué parce qu'il m'a menacé de me gifler quand j'avais 17 ans. Et pour ça, je mérite une peine. Je mérite une peine lourde de prison. Assez vite, il apparaît qu'il travaille du chapeau. Et le témoignage de son frère et de sa sœur viennent le confirmer. Pour vous donner un exemple, pendant une année complète, il est resté enfermé chez lui. Toute la journée. Il sortait que la nuit. Et quand il sortait, il mettait une combinaison de ski. D'accord. Et lui en remet une couche. En fait, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est la balle de mon revolver qui l'a tué, Guy Pourriel. Mamma mia, mais qu'est-ce que ce type fait devant une cour d'assises? Sa place est à l'hôpital psychiatrique. Et les jurés sont d'accord avec moi. Ils le condamnent, puisqu'il est là. Mais à 2 ans de réclusion criminelle seulement, plus un internement psychiatrique d'office. Zago est transféré en UMD, unité pour malades difficiles. C'est un service de l'hôpital psychiatrique de Montfavet qui n'accueille que les cas les plus lourds, essentiellement des tueurs. Et bien entendu, il fait appel. 2 ans de prison, pour lui, c'est pas assez. Il veut toujours une vraie peine. Il veut aller en prison, et pas à l'hôpital. Honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Son procès en appel se déroule en mars 2007 à Nîmes. Procès légèrement différent. Il a l'air moins fou. Je voulais laver l'humiliation, mais je voulais pas sa mort. Je suis coupable. Je suis responsable. Je mérite une sanction. Et les jurés, cette fois, répondent à ses vœux. Ils le condamnent à 14 ans de réclusion criminelle. Et donc il file en prison. La vraie. La prison où, comme la plupart des malades psychiatriques, il fait suer tout le monde, à commencer par les surveillants. Et puis les années passent, et en 2016, il est libéré. 5 ans plus tard, il écope d'une peine de prison avec sursis pour avoir harcelé l'une de ses ex-compagnes. Et voilà, aujourd'hui il est libre, et probablement toujours aussi psychotique. C'est bon les chamallows, hein? Mais ça colle aux dents. Je vous ai raconté l'enquête sur l'assassinat en 2003 à Carpentras de Guy Pourriel, tué par un certain Éric Zago, qui a prétendu l'avoir tué en raison d'une phrase qu'il avait prononcée 17 ans plus tôt, qui a été déclaré responsable par un premier psychiatre, puis responsable par un second, ce qui lui a valu d'être condamné en appel à 14 ans de réclusion criminelle. Et je débriefe cette histoire avec vous, maître Hélène Blanc du barreau d'Avignon. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous avez défendu à l'époque les intérêts de madame Michèle Pourriel, la femme de la victime. Quelle est la position de votre cliente avant le procès concernant Éric Zago? Est-ce qu'elle veut qu'il soit absolument condamné ou est-ce qu'elle accepte l'hypothèse psychiatrique? Non, elle voulait absolument une condamnation. Pour elle, il n'était pas fou. Elle était vraiment très choquée par ce qu'elle avait appris dans le cadre de l'enquête, et elle était très choquée du comportement de ce jeune homme. Elle ne comprenait rien à ce qui s'était passé, et pour elle, il fallait une sanction lourde. Et vous, en tant que professionnel qui en a vu d'autres, comment vous appréhendez les choses au regard de cette hypothèse psychiatrique?
Eh bien, moi, je pense que Éric Zago disait la vérité. Il voulait laver l'humiliation. Et il faudrait interroger pas mal de psychiatres pour savoir les effets d'une humiliation. Parce que c'est souvent quelque chose qui ronge les gens. Et je pense qu'Éric Zago a véritablement été rongé par cette menace lorsqu'il était jeune. Il faut dire aussi que Guy Pourriel ressemblait beaucoup au père Zago et que le père Zago avait pas mal malmené son fils. Il était sévère, il était dur et Éric Zago avait eu une adolescence extrêmement difficile. Lorsqu'il tue Guy Pourriel, il est au bas de l'échelle, il est au fond du trou. Comme vous l'avez indiqué, il avait perdu sa femme, son enfant à cause du divorce. Il vivait chez sa grand-mère, il n'avait pas de métier sérieux et son père le méprisait. Et à l'époque où il a subi cette humiliation de la part de Guy Pourriel, il travaillait dans le bar de son père et il ne recevait aucune estime de la part de celui-ci. Et Guy Pourriel a eu le malheur de ressembler étrangement à Fernand Zago. C'était aussi d'ailleurs un rugbyman. Et je pense qu'en tuant Guy Pourriel, Éric Zago a aussi réglé les comptes avec son père. Mais ça n'est pas vraiment apparu. En tout cas, il ne l'a jamais dit. Lui a toujours dit « je voulais laver l'humiliation ». Mais l'hypothèse psychiatrique, elle est là quand même, puisqu'on a deux psychiatres qui disent deux choses différentes. Le premier dit que sur la base d'une psychose paranoïaque délirante, son discernement était aboli, et l'autre dit seulement altéré. Donc il n'y a pas de vérité en psychiatrie. Il n'y a jamais de vérité en psychiatrie, jamais. Mais je pense que le deuxième expert était peut-être plus proche de la vérité. Ça n'était pas l'abolition du discernement, c'était juste une altération, à savoir que Éric Zago souffrait de cette humiliation, mais il n'a pas su mesurer les effets de ce qu'il ressentait. Et il a dépassé évidemment ses intentions. Je pense que lorsqu'il dit « je ne voulais pas le tuer », c'est peut-être presque vrai. Mais laver l'humiliation, il fallait faire disparaître Guy Pourriel. Il ne faut pas oublier quand même qu'il avait d'abord essayé de le rencontrer, qu'ils avaient eu une discussion, qu'il avait demandé à Guy Pourriel de s'excuser. Et si Guy Pourriel s'était excusé, je pense qu'il ne serait pas mort. Mais bon, c'est vrai que tout ça semble ressortir de la folie. Éric Zago était un être fragile, ça c'est certain. Et donc, je pense que l'altération de son discernement s'était fondée. L'abolition, peut-être pas. Peut-être que seule la deuxième expertise était bonne. Et d'ailleurs, les jurés de la cour d'assises de Nîmes ont suivi le deuxième expert. Ouais. Quand même, vous dites ils sont jamais d'accord, les psychiatres. Mais comme quand même, en l'occurrence, dans ce dossier, ils jouent un rôle clé. C'est quand même problématique d'avoir deux professionnels. Le premier étant professeur de psychiatrie. Le second étant simple médecin. Ils sont pas d'accord. Comment est-ce qu'on peut se baser sur des avis divergents comme ça? Le problème, c'est que ces expertises psychiatriques se font en maison d'arrêt, dans des conditions très particulières et très rapides. Il y a peu de rendez-vous avec le coupable, enfin le présumé coupable, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir comment un psychiatre arrive à se déterminer avec si peu de temps et aussi si peu de rémunération, il faut le dire aussi. Ouais, c'est mal payé. Je ne sais pas comment les experts psychiatres travaillent, mais je dois dire qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et qu'ils ne sont pas favorables à de bonnes conclusions, à mon avis. Alors on a donc deux verdicts. Le premier qui semble tenir compte du handicap psychiatrique, puisque les jurés le condamnent à 2 ans de réclusion criminelle plus un internement psychiatrique. Et puis le deuxième qui est radicalement différent, puisqu'il le condamne à 14 ans en appel. Pourquoi les deux procès se sont pas déroulés de la même manière? Il s'est pas comporté de la même manière? Si, je pense qu'il était à peu près le même. Simplement, le président de la cour d'assises n'était pas le même. La première présidente d'Avignon, était convaincue de la folie et ne voulait pas le mettre en prison. Ceci étant, je crois qu'elle a prononcé un internement psychiatrique en outrepassant les droits que lui donnait le code pénal, mais peu importe. Elle ne voulait pas qu'il aille en prison. Et Éric Zago était absolument furieux. Et je me souviens très bien que lors de la première audience, il avait invectivé son propre avocat
parce que son avocat voulait plaider la folie. C'était évident pour un avocat de la défense, il fallait tirer le client d'affaire, il fallait pas qu'il aille en prison. Et pendant l'audience, Éric Zago avait menacé son avocat en lui disant « Je vous avertis, ne plaidez pas la folie parce que ça ira très mal ». Et l'avocat qui assistait Éric Zago à ce moment-là, un des meilleurs avocats pénalistes d'Avignon d'ailleurs, a eu beaucoup de mal à dire ce qu'il avait envie de dire sans que Éric Zago le comprenne vraiment. C'est difficile parfois de défendre un client, hein. Ah là, c'était extrêmement difficile. D'ailleurs, en appel, il a changé d'avocat et je me rappelle plus qu'il a défendu à Nîmes, mais il a trouvé une oreille plus compatissante peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à Nîmes, on n'a plus plaidé la folie. Ce qui est quand même très rare, Madame Blanche, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, jamais. C'est quelqu'un qui exige d'être condamné. Vous l'avez vu demander, exiger ça. Absolument. Absolument, parce que s'il n'avait pas obtenu sa condamnation, l'humiliation n'aurait pas été lavée. Il fallait qu'il y ait un acte positif après son meurtre. Il fallait qu'on reconnaisse son humiliation et seule une condamnation permettait de le reconnaître. Si on l'avait déclaré fou, il n'y avait pas de la reconnaissance de sa souffrance. Il était fou, donc incapable de réfléchir, incapable d'agir de sa propre volonté. Avec une condamnation, on a reconnu qu'il avait été humilié. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec la condamnation, on reconnaît que son assassinat, l'assassinat qu'il a perpétré, est rationnel, qu'il est dû à quelque chose de réel. Absolument. C'est la première fois que je vois ça. Vous avez déjà eu des clients qui refusent de plaider la folie, parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse. Il y a des clients qui demandent à leur avocat de plaider la folie, alors même qu'ils ne le sont pas fous. Absolument. Et moi, je me souviens même, quand il est arrivé à la cour d'assises de Nîmes en appel, il est arrivé avec les infirmiers, tout à fait jovial, il s'entendait très bien avec eux, il avait un comportement excellent, il n'était pas du tout, il était bien, il ne présentait pas de caractère de folie du tout, et je pense que les jurés ont compris à Nîmes ce qu'ils voulaient, ils ont tenu compte de l'altération, parce qu'il n'était pas... C'est pas une responsabilité totale, il y a une altération, c'est sa fragilité. Et la peine de 14 ans correspondait, je pense, à son crime. Oui, c'est ça. Pour assassinat, il encourait perpétuité. Il y avait préméditation, surtout. Il ne faut pas oublier qu'il a surveillé le domicile de Guy Pourriel et de sa femme, qu'il a fait une première tentative, qu'il est revenu à la charge. Il a été acheté un revolver. Enfin, il y avait vraiment une préméditation qui a duré un moment. Et dans votre mémoire de pénaliste, il encourait combien, compte tenu de l'altération de son discernement? C'est pas la même peine, c'est pas perpète. Compte tenu de l'altération, je pense que la peine, elle est juste. Oui. Moi, je pense qu'elle était juste. D'ailleurs, il en était satisfait de ses 14 ans. Il est sorti de l'audience tout à fait content. C'est dans mon souvenir. On a un mobile officiel. Alors donc, je voudrais qu'on revienne dessus. C'est donc cette phrase prononcée 17 ans plus tôt, avec cette menace de lui donner 2 gifles. On peut penser que Guy Pourriel a réellement prononcé cette phrase. Ça lui ressemble. Absolument. Oui. Oui. Je pense que c'est la vérité. Et d'ailleurs, les clients du bar ont tous dit que Guy Pourriel avait été autoritaire, qu'il était macho, c'était pas quelqu'un de très agréable dans son relationnel. Et donc, il a très certainement humilié ce gamin qui n'avait que 17 ans à l'époque et qui était obligé de travailler dans le bar de son père parce qu'on le traitait de feignant et de bon à rien. Et lui dit que ça a affecté le reste de sa vie, donc il impute à cette menace de 2 gifles, le fait qu'il s'est séparé de sa femme, le fait qu'il a perdu la capacité à voir son fils. Il abuse un peu peut-être là-dessus, je veux dire. On a du mal à le suivre jusque-là. La psychiatrie entre en jeu, c'est extrêmement difficile, mais la souffrance mentale, c'est difficile à cerner. Et il ne faut pas oublier encore une fois qu'il y avait des problèmes relationnels avec le père et que Guy Pourriel ressemblait au père. Oui. C'est un tout, ce dossier. C'est un règlement de compte avec le père, c'est un tout. Est-ce que Zago est vraiment venu demander des excuses à Guy Pourriel? Elle peut en témoigner, je suppose, sa femme. Oui, parce que quand vous avez résumé l'affaire, vous avez rappelé qu'à un moment donné, il y avait eu une discussion avec un individu et qu'il était revenu, Guy Pourriel, très choqué. Oui. Il avait été menacé, il avait eu peur et il voulait même acheter une arme, mais il n'avait pas reconnu, évidemment, 17 ans plus tard. Il n'avait pas reconnu le jeune Zago. Mais c'était Zago.
Ah, je pense, oui. Et alors, la position du père d'Éric Zago, Fernand, patron du bar où Guy Poriel joue au poker, c'est un copain de Fernand Zago, Guy Poriel, à la base. Oui, c'était une bonne connaissance. Copain, je sais pas si... Oui, il s'appréciait plus ou moins, parce que c'était deux caractères forts quand même. Et à la barre, Ils se ressemblaient. il se souvient de l'incident, il comprend un peu son fils ou pas du tout? C'est compliqué parce que dans mon souvenir, le père Zago avait beaucoup de mal à supporter la faiblesse de son fils. C'était un homme, c'était un rugbyman, vous l'avez dit, hein, c'était un joueur international au niveau international. Il supportait mal d'avoir un fils comme Éric, et il a eu du mal à l'audience de comprendre. Lui, je pense qu'il était complètement ravagé par le mobile, il comprenait pas. Hein. Pour terminer, maître Hélène Blanc, quand je vous entends, je sens une énergie sans limite, et je me demande comment vous supportez la retraite. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tant qu'on travaille, on a plein d'idées, et quand arrive la retraite, on les met à exécution. Il n'y a pas de nostalgie de ce métier unique, passionnant, qui est celui d'avocat pénaliste? Pas vraiment. Non, parce que le métier a tellement changé. Et vous voyez, le côté pénal, les affaires en cour d'assises, c'était le seul moment où on pouvait encore vraiment faire ce qu'on avait on avait eu envie de faire lorsqu'on était jeune. Aujourd'hui, le métier a complètement changé. C'est de la paperasse, c'est de l'informatique, et on a plus de temps pour étudier, pour avoir de l'empathie pour les gens, pour avoir envie de les défendre. On n'a plus le temps. Et donc, non, je regrette pas, je suis très bien comme je suis. J'ai exercé plus de 40 ans, c'était très bien. Merci infiniment, maître Hélène Blanc, ex du barreau d'Avignon. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.